merci d'être nombreux. Alors, fois passée, on a vu ensemble le syndrome néphrotique, d'accord, qui était un syndrome strictement biologique, dont les étiologies étaient très nombreuses. Alors, aujourd'hui, on va voir un autre syndrome glomérulaire, qui est un peu plus différent aussi donc du syndrome néphrotique, et c'est le syndrome néphritique, d'accord, le syndrome néphritique aigu, ok. Et donc, c'est une partie des néphropathies glomérulaires, ou plutôt des syndromes glomérulaires. D'accord? Alors, on commence avec sa définition, ou plutôt sa présentation clinique. Alors, le syndrome néphrotique est une manifestation clinique et donc d'une atteinte inflammatoire aiguë qui va se dérouler au niveau du glomérule. D'accord? Alors, il s'agit d'un tableau brutal, mais aussi transitoire. Okay, donc, il va s'installer de façon aiguë, de façon brutale, transitoire, et ensuite, il va régresser typiquement en quelques jours. Alors, c'est un syndrome qui est à la fois clinique et aussi biologique. Mais le syndrome néphrotique qui est purement biologique. Donc, oui. Vous pouvez enregistrer avec moi la séance? Bien sûr, oui, allez-y. Donc, le syndrome néphritique, il est à la fois clinique, mais aussi biologique. Alors, le syndrome néphrotique, donc il y a deux critères pour définir un syndrome néphrotique, donc pour les gens qui n'étaient pas présents. Donc, à la fois, on va avoir une protéinurie supérieure à 3 grammes, avec aussi une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes. Alors ici, on va avoir en plus donc, de la protéinurie, d'autres critères qui vont s'ajouter. Alors, premièrement, on a une protéinurie glomérulaire et on va voir après en détail donc, quelle est la quantité nécessaire pour définir un syndrome néphritique. D'accord? Donc, première des choses qui définit un syndrome néphritique, c'est une protéinurie glomérulaire. Deuxièmement, on a la présence d'une hématurie, et c'est une hématurie qui est d'origine glomérulaire. Donc, il se concentre sur le glomérule. Donc, le problème, c'est un problème qui est au niveau du glomérule. D'accord? Troisième des choses qui va être associée, c'est une insuffisance rénale aiguë. Et la quatrième, on a les œdèmes. Et ensuite, on a aussi une HTA. Donc, l'association c'est elle qui va donner un syndrome néphritique. D'accord? Alors, donc, le syndrome néphritique, il est dû à une inflammation de ce glomérule. Alors, l'inflammation, elle est déclenchée par plusieurs mécanismes. La façon ou le mécanisme ou la cause qui est la plus connue, d'accord, la plus connue et la plus typique, c'est les infections bactériennes. Qu'est-ce qu'on a dans la cause? C'est une infection bactérienne. Ça va nous faire un tableau de ce qu'on appelle une GNA post-streptococcique ou bien une glomérulonéphrite aiguë. Et c'est là tout l'intérêt de notre cours. Alors, le cours TANA-HADA, c'est à la fois une préparation, une révision de néphrologie, mais aussi une révision de pédiatrie. D'accord? Donc, c'est super. Alors, la GNA post-streptococcique, donc l'intérêt, pourquoi elle est très importante? Donc déjà, il faut savoir que la tranche d'âge qu'elle va toucher est très importante. Elle va toucher généralement les enfants supérieurs à 2 ans, d'accord? Donc entre 2 jusqu'à 12 ans, avec un pic à l'âge scolaire. Pourquoi à l'âge scolaire? Parce qu'on va voir après, donc elle est due au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Alors ce streptocoque, donc, il est responsable d'angines, d'accord, et d'infections ORL, d'infections aussi cutanées. Et donc des infections ORL et ces infections cutanées, elles vont être elles vont se propager quand ils sont en milieu scolaire, dans la crèche et dans l'école. C'est pour ça qu'il y a ce pic à cet âge-là. Très bien. Alors, deuxièmement, on a vu que c'était le germe. Donc, le germe, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Donc, c'est lui qui sera le plus incriminé. Ce sera lui le plus en cause. Alors, pour les streptocoques, il y a des types. Alors, je vais vous donner une petite astuce, personnellement, que j'utilise. Les streptocoques, donc, il y a des genres. Alors, ce streptocoque-là, c'est le streptocoque de type A. Alors, rappelez-vous que le A, c'est comme angine. A comme angine, donc c'est à sphère ORL.
Sinon, on a aussi d'autres germes qui peuvent être aussi responsables. Donc, on a le méningocoque, on a le staphylocoque, la leishmanie et même aussi des virus comme le virus de la varicelle et le coxavirus. Ça veut dire que ce n'est pas seulement bactérien, ça peut même être aussi d'origine virale. Alors, comme on vient de le voir, la porte d'entrée, c'est soit une porte d'entrée ORL ou bien une porte d'entrée cutanée. Voilà. Alors, les saisons automne, hiver et printemps, donc en fait, ce sont les saisons où les enfants sont le plus en activité. Voilà. Alors maintenant, on va voir la physiopathologie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'une infection bactérienne va être responsable d'une inflammation et ou au niveau du glomérule rénal? D'accord? Alors, il faut savoir que la glomérulonéphrite post-streptococcique, elle est classifiée, ou plutôt elle est classée parmi les maladies, donc ce qu'on appelle les maladies par complexe immun. Alors, pour ceux qui ont déjà révisé leur immunologie ou pas, donc c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité de type 3, l'hypersensibilité par complexe immun. D'accord? Alors, donc, la maladie par complexe immun, donc la maladie streptococcique ou la maladie bactérienne, donc c'est une maladie infectieuse. Et tout ce qui est infectieux, donc il va exciter, ok, donc il va exciter notre système immunitaire. Il va l'exciter à produire des anticorps. Donc ensuite, il y aura la réaction anticorps-antigène. Okay. Et donc, la réaction anticorps-antigène, donc c'est ça le complexe immun. Le complexe immun, ensuite, il va aller se déposer au niveau du glomérule, où il prend l'elfema, donc c'est lui qui sera responsable en fait de cette voilà. Donc, il va être responsable de cette inflammation. Alors, quels sont les éléments qui vont confirmer cette hypothèse? La première des choses, c'est l'existence d'un intervalle libre, donc entre l'infection et les débuts ou l'apparition de la glomérulonéphrite ou bien l'apparition du syndrome néphritique. D'accord? Alors, le délai, il va varier entre 15, voire même parfois 21 jours. C'est le temps nécessaire pour que le système immunitaire produise les anticorps, pour que les réactions anticorps-antigènes apparaissent, et donc toute la cascade de la maladie. D'accord? Alors, deuxième confirmation de notre hypothèse, c'est que lorsqu'on va faire ensuite les tests sériques, d'accord, la sérologie, voilà, les tests sériques plutôt, on va voir qu'on a une consommation du complément, d'accord? Et donc, je reviens toujours au cours d'immunologie. Donc, ce qu'on appelle donc, la fraction, la C3A, la C5A, le C3B, j'ai oublié, une fraction donc, du complément qui vont justement aider à ce que ces complexes immuns soient filtrés, ils vont arriver jusqu'au glomérule. Alors, la troisième des choses, c'est lorsqu'on va faire la fonction bioxyrénale et que l'on fasse passer avec la carotte qu'on a prélevée à l'immunofluorescence, on remarque, on voit carrément qu'il y a des dépôts d'immunoglobulines et aussi de la fraction C3 au niveau du complément. Donc, d'accord, la réunion de ces trois critères donc confirme que la GNA post-streptococcique est une maladie par complexe immun, hypersensibilité de type 3. D'accord? Donc, en fait, le dépôt de cette fraction C3 et donc de cette immunoglobuline, donc plutôt de ces immunoglobulines sur la surface donc, du glomérule, elle va être responsable non seulement d'inflammation, d'accord, mais aussi elle sera responsable en fait comme je l'ai dit la fois passée, des blessures au niveau du glomérule. D'accord? Voilà. Alors, je me suis rappelé la fraction C3, on appelle ça les opsonines. L'opsonisation donc des complexes immuns. Donc, ça va faciliter leur phagocytation. Et voilà. Alors, maintenant, on arrive au diagnostic positif. Donc, pour le diagnostic positif, donc, le syndrome néphritique, il y a 4 critères. La protéinurie, l'hématurie, on a aussi une existence d'insuffisance rénale aiguë, œdème et HTA. Alors, pour le diagnostic positif, donc déjà à l'interrogatoire, avant donc, de commencer à interroger, ou plutôt à examiner le patient directement, on va lui demander donc qu'est-ce qui s'est passé dans la période avant qu'il y ait apparition donc, des signes cliniques qui le font amener à notre niveau. Alors, généralement, la période de latence sceptique, on va trouver l'existence justement de cette infection. D'accord? Donc, on va libre entre l'infection initiale et le début de la symptomatologie
de la néphropathie. D'accord? Alors, si c'est une infection qui est d'origine ORL, donc ça sera un intervalle entre 1 à 2 semaines, donc à peu près entre 7 à 15 jours. Si on est devant une infection cutanée, donc finalement, ça va prendre plus de 15 jours. Alors, il faut savoir que dans certains cas, donc le patient, on va trouver plutôt que la période de latence, elle est plus courte, c'est-à-dire qu'elle est inférieure parfois à 7 jours. Pourquoi? Alors, il faut faire attention dans ce cas-là. Si l'intervalle est court, donc ça va correspondre soit à une exacerbation d'une maladie rénale chronique préexistante, qu'elle soit diagnostiquée ou pas, d'accord? Donc, il faut chercher donc, dans le terrain de l'hernie sous-jacent. Ou bien, ça peut être aussi une glomérulonéphrite à IgA, ce qu'on appelle la maladie de Berger. D'accord? Donc, la maladie de Berger aussi, c'est une néphropathie glomérulaire où on va avoir des dépôts d'IgA et non pas d'IgG. OK? Alors, une fois que donc, on a la phase d'état, donc elle est retrouvée donc, à l'interrogatoire du patient. OK? Donc, quand on cherche l'histoire de la maladie. La phase d'état, c'est les symptômes, les gibiums, le malade directement. Ou alors, il vient avec deux types de symptômes. Donc, il va venir avec des signes de rétention hydrosodée ou avec des signes glomérulaires. Alors, les signes glomérulaires, je pense que maintenant, après la séance de le syndrome néphrotique, on arrive à faire la part des choses. Les signes glomérulaires, c'est bien sûr l'hématurie. Alors, il faut savoir que dans le syndrome néphritique, l'hématurie, elle est macroscopique et brutale. Dans le syndrome néphrotique, elle est microscopique. D'accord? Donc, l'hématurie, elle est macroscopique et brutale. Donc, les urines, elles vont être rouges ou carrément brunes. Alors, on a les urines sales ou bien les urines en couleur de Coca-Cola. D'accord? Alors, deuxième des choses, on a la protéinurie. Alors, la protéinurie, elle est constante, mais elle est inférieure à 3 grammes par 24 heures. C'est-à-dire que ce n'est pas une protéinurie néphrotique. OK? C'est une protéinurie néphritique. OK? Alors, l'oligurie, elle est habituelle. Parfois, on a une oligorénurie. Alors, l'oligurie, c'est le symptôme donc d'une insuffisance rénale aiguë. D'accord? Donc, les trois signes HADO, ça va nous donner ce qu'on appelle les signes glomérulaires. Hématurie macroscopique, protéinurie constante inférieure à 3 grammes et l'oligurie, donc entre parenthèses, c'est le symptôme de l'insuffisance rénale aiguë. Parce que l'insuffisance rénale aiguë, le symptôme, c'est l'oligurie. Il n'y a pas assez de production d'urine, ou là, il n'y a pas de production d'urine du tout. Donc, les signes de la rétention hydrosodée, donc on a les œdèmes, d'accord? Alors, les œdèmes, ils ne sont pas aussi clairs et aussi importants que le syndrome néphrotique, mais ils sont quand même là. Tant qu'il y a une protéinurie, qu'il y a l'œdème, d'accord? Donc, les œdèmes sont discrets. Donc, ils sont soit malléolaires, au niveau des membres inférieurs ou de la même palpébrale. Et bien sûr, tant qu'il y a les œdèmes, il y a une rétention hydrosodée, le corps va retenir de l'eau, automatiquement, il y a une prise pondérale. La prise pondérale, elle n'est pas chronique ou elle n'est pas lente, au contraire, elle est rapide, tout simplement parce que l'installation de ce syndrome, elle est aussi très rapide et très brutale. Très bien. Alors, les œdèmes, il n'y a pas de différence entre un œdème, il n'y a pas de différence clinique, je le précise, entre un œdème qui est d'origine, donc il n'y a pas de différence entre un œdème qui est d'origine néphritique ou néphrotique, donc tous les deux sont d'origine rénale, et donc ils vont être blancs, mous, déclives, ils sont indolores et ils vont garder le godet. Alors, parfois, bien sûr, donc ces œdèmes-là, donc, ils peuvent être aussi profonds, et c'est-à-dire que la rétention hydrosodée ne va pas seulement se faire au niveau des espaces interstitiels, mais elle va se faire même au niveau des espaces creux donc de notre organisme, à savoir, on peut avoir une acide, d'accord, un épanchement pleural, une hydrocèle. Alors, et bien sûr l'HTA qui va accompagner toute rétention hydrosodée, d'accord? Alors, c'est une hypertension artérielle qui est d'origine plutôt qui va être systolo-diastolique et elle peut être menaçante. Voilà. Donc, pour les signes de la rétention hydrosodée, ça sera œdème et HTA. Tant qu'il y a une protéinurie, il y a les œdèmes, d'accord? Tant que le corps retient de l'eau, automatiquement, on est devant une hypervolémie relative, d'accord, ouvrée, et donc on a une HTA.
Alors, cependant, il existe des formes graves dans le syndrome néphritique, donc qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, même si ces formes graves-là vont être rares. D'accord? Alors, on peut avoir une insuffisance cardiaque gauche, d'accord, avec bruit de galon qui peut même entraîner un œdème aigu pulmonaire, d'accord? Mais ces formes graves, l'expression de ces formes graves dépend bien sûr donc, du terrain sous-jacent du patient. OK? Et on peut aussi avoir la survenue d'un œdème cérébral, donc qui peut conduire à des convulsions, des céphalées et même parfois des états de mal convulsifs. Donc il faut garder bien en tête que cliniquement, donc on va avoir des signes glomérulaires, protéinurie, hématurie et insuffisance rénale aiguë. Et au niveau des signes donc, de rétention hydrosodée, ça sera les œdèmes et l'HTA. Parfois, on peut avoir aussi des formes graves qui dépendent bien sûr donc, du terrain du patient, donc du terrain spécifique du patient. Les remarques qu'on a une insuffisance cardiaque gauche et un œdème aigu du poumon, un OAP, et l'œdème cérébral qui va provoquer des convulsions, des céphalées, voire même un état de mal convulsif. Très bien. Alors, c'est bon, le patient est venu, donc on a une suspicion de syndrome néphritique, soit c'est un patient, un adulte jeune ou bien un enfant. Alors, il faut confirmer notre suspicion et donc on va passer par la case examen biologique. Pardon. Alors, les examens biologiques, le syndrome néphrotique. Donc, le syndrome néphritique est un syndrome qui va être confirmé dans deux endroits. Au niveau des urines, là plutôt dans deux liquides corporels, les urines et le sang. Alors, au niveau des urines, on va confirmer bien sûr l'existence de cette protéinurie, d'accord? Alors, la protéinurie, c'est une protéinurie néphritique qui est inférieure à 50, plutôt qui est inférieure à 3 grammes donc 3 grammes. ولا لكن نحسبوها على حساب le poids du patient, d'accord? Donc, elle ne dépasse pas les 50 mg par kilo par 24 heures. D'accord? Et de l'autre côté, donc, on va confirmer aussi la présence d'hématies, donc par l'examen d'un culot globulaire, voire même parfois un ECBE. Alors, maintenant, au niveau du sang. Alors, les protéines, les lipides et l'ionogrammes sont souvent normaux, contrairement aux protéines, aux lipides et à l'ionogramme au niveau du syndrome néphrotique. D'accord? Donc, pour le syndrome néphritique, le foie n'est pas touché. Okay? Il n'y a pas une surexcitation du foie et donc on n'est pas devant une hyperlipidémie, on n'est pas aussi devant une hypoprotidémie, etc. Donc, le côté HADA, le syndrome néphritique n'est pas du tout touché. Par contre, comme on est devant une insuffisance rénale aiguë, d'accord, on va trouver que l'urée et la créatinine peuvent être augmentées. D'accord? Et ce qui est très important pour le syndrome néphritique, donc la glomérulonéphrite aiguë, c'est qu'on va faire le dosage donc, des fractions du complément. Et c'est un examen clé, d'accord? Donc, c'est un examen clé. On va trouver qu'on a une hypocomplémentémie, d'accord? Donc, on a une diminution du complément. Et à savoir, c'est la fraction C3 qui est effondrée. La fraction C4 reste normale. Parce que c'est la fraction C3 qui fait fonction d'opsonie. Et donc, c'est elle qui va être en fait diminuée. Ce n'est pas la fraction C3. Donc, on va refaire, qu'est-ce qu'on va faire comme examen biologique? Donc, on va faire des examens au niveau sanguin et au niveau urinaire. Au niveau urinaire, donc, ça sera la protéinurie, d'accord? Et on va faire aussi un culot urinaire qui va mettre en évidence la présence des hématies. Au niveau du sang, donc on va avoir urée-créate qui peuvent être augmentées à cause donc, de l'IRA. Et on a aussi les fractions donc, du complément vont être bas, à savoir la fraction C3 qui va être effondrée. La fraction C4 reste normale. D'accord? Alors, à côté de ça, bien sûr, on va avoir un syndrome biologique inflammatoire non spécifique qui va être présent, à savoir le fibrinogène va être augmenté, on a une VS qui est augmentée, on a aussi une CRP qui est positive, d'accord, supérieure à 6, etc. Donc, le syndrome biologique inflammatoire normal. Alors, on va chercher aussi, tant que l'histoire de la maladie, il existe la notion d'infection donc bactérienne, la streptococcique, 15 à 21 jours avant, on va chercher les stigmates de cette atteinte streptococcique. Alors, on va chercher ces atteintes de façon directe et de façon indirecte.
Alors, la façon directe, donc, on va faire une culture, ou un prélèvement au niveau de la gorge, ou là, au niveau cutané, d'accord? Pour faire la mise en évidence du streptocoque du groupe A. La façon indirecte, donc, c'est un dosage des anticorps contre les antigènes. Donc, c'est ce qu'on appelle les antistreptolysides ou bien les ASLO. D'accord? Donc, on va les chercher donc, dans le sérum dans les 2 semaines qui vont suivre l'infection. D'accord? Donc, elles vont être élevées et ensuite elles vont diminuer. Comme toutes les courbes, en fait, des anticorps. D'accord? Donc, on va faire des examens pour la glomérulonéphrite post-streptococcique. On va faire des examens au niveau des urines, on va faire des examens au niveau du sang et on va chercher aussi des stigmates de l'atteinte streptococcique. De façon directe, donc c'est la mise en évidence du streptocoque par la culture ou le prélèvement au niveau de la gorge, le prélèvement au niveau cutané. Et la façon indirecte, c'est le dosage des ASLO, des antistreptolysines qui vont généralement être élevés les 2 premières semaines après l'infection et ensuite elles vont diminuer. Alors, maintenant, on va parler au niveau du rein. Comment mettre en évidence une glomérulonéphrite post-infectieuse au niveau du rein? Donc, ça sera par la case anatomopathologie. Mais, donc, c'est la PBR, la ponction biopsie rénale. Mais il faut savoir que les indications de la PBR ne sont pas ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a des critères pour faire une PBR lorsqu'on a la suspicion d'une glomérulonéphrite post-infectieuse. Alors, premièrement, donc, on va avoir donc la phase aiguë. Donc, ça, ce sont les critères pour la phase aiguë. Si on a un complément sérique normal initialement, si le complément est normal au début, ce n'est pas du tout normal. D'accord? Donc, on doit faire une PBR pour chercher pourquoi. Si la protéinurie, elle est trop importante, d'accord? C'est-à-dire qu'elle dépasse le seuil et qu'elle est devenue, donc, une protéinurie néphritique ou laisse une protéinurie néphrotique. D'accord? Et que c'est supérieur à 7 jours. Mais 7 jours après, on est toujours devant cette protéinurie importante. Donc, on a un Stéphane, pourquoi on fait une PBR. Et on a aussi une insuffisance rénale prolongée. Alors, il faut savoir que l'insuffisance rénale pour le syndrome néphritique, elle ne doit pas dépasser les 3 jours. Lorsqu'elle dépasse les 3 jours, on se pose la question aussi pourquoi, et donc on passe par la case PBR. Alors, ça, c'est pour la phase aiguë. Alors maintenant, secondairement, d'accord? Donc, si on a toujours une diminution de la fraction C3, donc ça veut dire que j'ai toujours une diminution du complément, même 8 semaines après donc, le traitement de ce syndrome néphritique. Donc, là, maintenant, pourquoi on fait une PBR? Lorsqu'on a une protéinurie qui est persistante aussi, 8 semaines après le traitement. Et aussi lorsqu'on a une hématurie macroscopique prolongée supérieure à 18 mois. D'accord? Donc, les deux, enfin les 6 critères, 3 critères en phase aiguë et 3 critères en phase secondaire. D'accord? Donc, les critères vont nous obliger à faire une PBR pour répondre à ces questions. Et la question, c'est pourquoi? D'accord? Alors, lorsqu'on va faire, bien sûr, la PBR, donc la carotte, on va la passer à la microscopie optique et ensuite, on va la passer à la microscopie, plutôt à l'immunofluorescence. Alors, typiquement, en microscopie optique, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir une prolifération endocapillaire exsudative, donc, qui sera faite donc, de polynucléaires neutrophiles. Et on a aussi des gros dépôts extramembraneux qu'on appelle en anglais les humps. D'accord? Alors, donc là, on est devant une hypercellule. Donc, ça, c'est pas... Là, je vous à l'intérieur. Donc, voilà. Il y a l'hypercellularité intracapillaire, donc, qui est faite de des polynucléaires neutrophiles. Le plus important, et ce qui va faire vraiment la caractéristique en microscopie optique d'un syndrome néphritique, c'est les dépôts rénaux extramembraneux. Donc, je ne sais pas là quand vous pouvez les voir, vous pouvez voir la souris, mais voilà, les dépôts extramembraneux. Les voilà. Et pourquoi on les appelle les humps? Alors, les humps, en anglais, ça veut dire le dos de chameau. D'accord? Donc, le dos de chameau dit, donc, le dos de chameau, il j'ai une bosse, comme ça. Et donc, les humps, ils j'ai comme le dos de chameau. Ils vont se déposer en extramembraneux, donc à l'extérieur de la membrane basale glomérulaire. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle ainsi. Donc, typiquement en microscopie optique, dépôts endocapillaires et on a aussi des dépôts extramembraneux qu'on appelle les humps.
Donc, la présence de ces deux signes, donc c'est typiquement une glomérulonéphrite post-infectieuse. Alors, en immunofluorescence, voilà. Donc, on va voir en fait qu'il y a des dépôts granulaires d'IgG et aussi de C3, d'accord, qui vont être mis en évidence le long des parois capillaires, glomérulaires et aussi dans le mésangiome. Alors, on appelle cette image-là aussi, on a la page. Oui? Oui? Alors, cette image-là, on appelle aussi, donc c'est une immunofluorescence ancienne étoilée. D'accord. Donc, elle est caractéristique aussi donc, du syndrome néphritique aigu ou bien de la glomérulonéphrite post-infectieuse. Donc, pour le diagnostic positif, donc, pour dire qu'on a devant une glomérulonéphrite post-infectieuse, donc là, on a la réunion de plusieurs arguments. Dans le premier, c'est le classique syndrome néphritique. On a un œdème, HTA, l'oligurie, l'hématurie et la protéinurie. Deuxièmement, et ça c'est un critère biologique, donc sérologique, donc dans le sérum, c'est la consommation du complément, d'accord? Donc surtout la fraction C3. Troisième critère, l'antécédent infectieux récent ou contemporain. La preuve d'une infection streptococcique, soit donc une preuve directe par la culture du prélèvement ou bien par la mise en évidence d'une augmentation des aslos. D'accord? Donc, la présence de ces 4 éléments, elle est suffisante pour porter le diagnostic de glomérulonéphrite aiguë et ne pas avoir recours à une biopsie rénale. Très bien. Donc, si jamais on a l'absence de ces critères, automatiquement, on est devant l'obligation de faire une PVR. Et je veux donner les indications de la PVR. Il y a les indications en phase aiguë, okay, et les indications après la mise en place du traitement. Donc, si le complément sérique est normal, ce n'est pas normal. Donc, il faut faire une PVR. Si la protéinurie est trop élevée avec présence d'un syndrome néphrotique plus de 7 jours, ce n'est pas normal. Et troisièmement, une insuffisance rénale prolongée plus de 3 jours, ce n'est pas normal. En phase aiguë, donc ces 3 critères sont nécessaires pour faire une PVR. Secondairement, si la fraction du C3 elle est toujours basse, même après 8 semaines, si la protéinurie persiste après 8 semaines, et si l'hématurie microscopique elle est prolongée et elle persiste même après 18 mois. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, pour l'évolution de ce syndrome, plutôt de cette maladie, l'évolution, elle est plutôt favorable. Donc, la durée, elle va augmenter. Pardon. Non, la phase aiguë, c'est pas... Oui, c'est avant le début du traitement, bien sûr. La phase aiguë, c'est juste le début des symptômes. D'accord? Donc, c'est la déclaration des symptômes de type néphrologique. Après l'infection, l'infection streptococcique. D'accord? Voilà. Alors, l'évolution, on a dit que c'était une évolution favorable. Donc, on va avoir la durée qui va augmenter, les œdèmes qui vont disparaître. Bien sûr, ça, c'est après le traitement. La tension artérielle qui se normalise et bien sûr, le poids qui va chuter. D'accord? Alors, la protéinurie, ce sera le premier signe qui va disparaître en premier. D'accord? Alors, ensuite, l'hématurie. L'hématurie, elle va prendre beaucoup plus de temps à disparaître. D'accord? Donc, pour que l'hématurie disparaisse, donc l'hématurie macroscopique, elle disparaît, mais la microscopique persiste. Et donc, elle disparaîtra au cours de la première année. D'accord? Chez 90% des cas. Les taux sériques du complément, c'est-à-dire la fraction C3, se normalise normalement à la 8e semaine. Donc, la 8e semaine, donc les 8 semaines hadith, c'est un temps clé pour justement déclarer la guérison d'un syndrome néphrétique. D'accord? Alors, les aslos, on a dit que normalement, ils augmentent après 15 jours après l'infection. D'accord? Puis, ils vont régresser lentement. Très bien. Donc, les critères de guérison complète, c'est quoi? Une disparition des signes cliniques. D'accord? Donc, les signes cliniques, s'ils disparaissent, donc on est devant une guérison. Disparition des signes biologiques, d'accord? Tout en sachant qu'une hématurie peut persister donc, entre 1 ou 2 ans, d'accord? Et la normalisation de la fonction rénale. Donc, 3 critères
pour déclarer que le petit ou le jeune adulte, donc il est guéri du syndrome néphritique aigu. Disparition des signes cliniques, à savoir l'HTA, les œdèmes et donc perte de poids. Les signes biologiques, donc on a la protéinurie qui disparaît, les acides qui vont diminuer, d'accord. Et on a aussi la fraction C3 qui se normalise, bien que l'hématurie microscopique peut persister, d'accord. Et normalisation de la fonction rénale. Alors, il existe quelques complications aiguës, on a déjà vu dans les formes graves. Alors, parfois, le syndrome néphrotique ne va pas se déclarer par ses propres symptômes, d'accord, mais il va se déclarer par des complications qui sont dues à ces symptômes. C'est-à-dire, par exemple, on a des complications qui sont secondaires à l'HTA ou bien à l'anurie. Donc, ces deux cas-là peuvent engager le pronostic vital dans l'immédiat, d'accord. Donc, on a déjà vu qu'on pouvait avoir un OAP au cours d'un syndrome néphritique. On peut avoir une crise convulsive au cours d'un syndrome néphritique et on peut avoir aussi l'anurie. D'accord. Donc, l'anurie, c'est vraiment grave parce que normalement, on est devant une insuffisance rénale fonctionnelle dans le syndrome néphritique qui va s'exprimer par une oligurie, au maximum une oligoanurie, mais arrivé à l'anurie, donc on est dans une complication grave. Alors, maintenant, on va essayer de découvrir les autres étiologies. Donc, les autres étiologies du syndrome néphritique. Alors, on a dit que la forme la plus typique du syndrome néphritique, c'est la GMA post-streptococcique. Mais il faut savoir que la GMA, c'est l'une des étiologies du syndrome néphritique, ce n'est pas la seule. D'accord. Donc, on a des étiologies, on en a deux types. On a les étiologies avec le complément bas. La forme typique, c'est la glomérulonéphrite post-infectieuse. Donc, d'autres étiologies, on peut avoir les abcès profonds, les endocardites, et on a aussi le lupus érythémateux disséminé. En fait, toutes les étiologies, les fibromes, donc où il y a la production, donc il y a des antigènes, il y a production d'anticorps, d'accord. Donc, elles peuvent être responsables de syndrome néphritique. Il n'y a pas que la GNA post-streptococcique. On a pris la GNA post-streptococcique comme exemple parce que c'est la forme typique du syndrome néphritique. Alors, il y a d'autres formes de syndrome néphritique où le complément est normal. Par exemple, on a le syndrome de Wood-Pasture, le syndrome de Wegener, on a aussi la maladie de Berger. D'accord? Oui, les abcès profonds. Bon, pour les questions, je préfère les laisser à la fin. D'accord? Donc, toutes les questions, tout le monde ou toute personne qui a une question, qu'il la note sur un bout de papier à côté de lui. D'accord? Et que la question soit un peu plus claire pour que je puisse au moins y répondre. D'accord? Donc, les étiologies d'un syndrome néphritique vont dépendre du complément. Donc, soit c'est le complément qui est bas, et donc là, on a des causes infectieuses, sinon il n'y aurait pas la consommation du complément, sinon, d'accord? Et on a des étiologies où le complément est normal. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on arrive au traitement. Donc, bien sûr, vous savez, donc, il y a le traitement symptomatique et il y a un traitement étiologique qui va dépendre de la cause. Alors, pour le traitement symptomatique, donc on fait bien sûr les mêmes mesures. Donc, ça sera le même traitement symptomatique qu'on avait vu avec le syndrome néphrotique. Donc, mesures hygiéno-diététiques, repos au lit, régime sans sel, restriction hydrique. D'accord? Seulement, là, on n'a pas besoin de faire donc le traitement hypolipémien, etc., parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, repos au lit, régime sans sel et restriction hydrique. Alors ensuite, bien sûr, ça sera l'utilisation des diurétiques de l'ANS, ça sera par le furosémide. Donc, on va utiliser 1 mg par kilo en IVL pendant 30 minutes. Cette dose, elle peut être répétée au bout d'une heure, d'accord? Alors, et ensuite, on va passer directement à la voie orale après. Okay. Et bien sûr, on utilise aussi les antihypertenseurs qui peuvent être nécessaires si le diurétique de l'ANS tout seul n'est pas efficace pour faire diminuer la pression artérielle. Donc, on va utiliser de la nicardipine en perfusion continue et ensuite, ça sera le passage à la voie orale. Alors, lutte contre le streptocoque. Alors, là, j'ai eu pas mal de questions parce que on est à plus de 21 jours, ou à plus de 15 jours de l'épisode infectieux initial. Est-ce qu'on met quand même une antibiothérapie ou pas? Alors ici, ça fait partie en fait
du traitement étiologique de la glomérulonéphrite post-infectieuse. Et j'ai trouvé dans plusieurs sources que oui, donc il est utilisé. D'accord? Donc, le service de néphrologie, on n'est pas vraiment confronté au syndrome néphritique parce que c'est une pathologie pédiatrique, mais donc c'est décrit et ils utilisent aussi les antibiotiques. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle une pénicillinothérapie de 10 jours, d'accord, qui va suivre les mêmes directives que le plan national de lutte contre le rhumatisme articulaire aigu avec les mêmes doses, d'accord. Et bien sûr, si le patient est allergique à la pénicilline, donc on va passer à l'érythromycine, ok. Voilà. Alors, le traitement préventif, donc il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, le traitement correct de toutes les angines par la benzethylbenzylpénicilline, d'accord, selon les modalités en cours. Traitement correct aussi de toutes les infections cutanées, d'accord. Voilà. Alors, maintenant, je vous ouvre la possibilité de poser, je vous donne la possibilité de poser toutes vos questions. Donc, sauf l'eau pour vos questions. De rien. Docteur, pour l'antibiothérapie, je n'ai pas compris pourquoi. L'infection est déjà passée. Pourquoi on donne une antibiothérapie? Oui, l'infection, elle est déjà passée, mais d'après ce que j'ai compris, d'accord, parce que le médicament, on n'est pas confronté on n'est pas vraiment confronté au syndrome néphrétique parce que c'est une pathologie qui est beaucoup plus pédiatrique qu'autre chose. Donc, c'est vrai que l'épisode infectieux est passé, d'accord, mais tant qu'on a toujours la présence des ASLO qui sont augmentés, ok, et que les stigmates en fait de l'infection peuvent être positifs, donc soit direct ou indirect, donc il convient de faire une antibiothérapie de 10 jours. Voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé. Donc si vous trouvez la... Oui. D'accord, merci. Oui, donc si vous trouvez cette proposition, elle est à cocher, ok, à toute fin utile. D'autres questions, s'il vous plaît? Allô? Oui. Allô? Oui, ça va. Docteur, j'ai une question par rapport à l'insuffisance rénale. Alors, s'il y a persistance de l'insuffisance rénale, là, nous passons directement à une glomérulonéphrite rapidement progressive ou comment? Si l'insuffisance persiste. Pardon, j'entends pas bien. Si l'insuffisance rénale aiguë persiste. Oui, oui. Oui. Alors, si l'insuffisance rénale aiguë persiste plus de 3 jours, donc ça veut dire qu'il y a un problème sous-jacent, qu'il y a une pathologie sous-jacente. D'accord? Donc, plus de 3 jours déjà, on va faire la PBR. OK? Donc, déjà, selon les résultats de la PBR, on va avoir, donc ça va dicter notre conduite à tenir après. D'accord. Maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, ou là plutôt qu'il n'y a personne qui a encore posé cette question. Si le furosémide, justement, si les diurétiques ne sont pas efficaces. Alors, on a vu la fois passée que le syndrome néphrotique, si le furosémide ou les diurétiques de l'anse ne sont pas efficaces, on va ajouter d'autres diurétiques, donc les diurétiques thiazidiques, d'accord. Donc, on va ajouter pour avoir un effet de synergie. Alors, on a le même cas ici. Si jamais donc, le diurétique n'est pas efficace, et qu'on a une persistance qui m'égale, donc à notre collègue, on a une persistance de cette insuffisance, il résiste au diurétique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en fait à ce qu'on appelle à l'hémodialyse, d'accord? À l'hémofiltration, donc pour faire diminuer les chiffres de créate et d'urée, d'accord? Voilà. Donc, d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui. Oui, c'est toujours moi. Par rapport au syndrome néphritique, alors, vous avez parlé du dépôt des IgA. On a un dépôt des IgA, mais de l'autre côté, on a une hématurie qui est macroscopique. Alors, là, c'est la biopsie rénale qui va nous faire différencier avec une maladie de Berger. Bien sûr, oui. D'accord. Oui, parce que la maladie de Berger, contrairement à la glomérulonéphrite, en fait, les deux sont des dépôts de globulines. La seule différence, c'est que dans une glomérulonéphrite, ce sont des dépôts d'IgA
G, des immunoglobulines de type G, post-infectieuses, d'accord? Alors que dans la maladie de Berger, ce sont des IgA. Ok. Et c'est beaucoup plus clair quand on fait une immunofluorescence. D'accord, c'est l'immunofluorescence qui va mettre justement en évidence les IgA. Ce n'est pas la microscopie optique. Docteur, Oui. Dans la phase aiguë, on a toujours Oui. l'association d'un syndrome néphrotique ou bien non? Pardon? Dans la phase aiguë, on Oui. a fréquemment une association avec le syndrome néphrotique ou bien c'est rare? Non, c'est pas du tout. Non, en fait, s'il y a association avec un syndrome néphrotique, surtout si c'est plus de 7 jours, comme je l'ai précisé dans la diapositive, Oui. donc on passe par la case BBR parce que c'est pas normal. Oui. Un syndrome néphritique, il s'exprime tout seul, d'accord, avec une protéine néphritique, c'est-à-dire qui est basse. Donc, s'il y a une association avec le syndrome néphrotique, une forme grave, et il faut passer par la case donc, de la fonction biopsie rénale pour comprendre pourquoi. Quels sont... Alors, c'est bon, c'est clair pour vous? C'est bon, merci. Très bien. Alors, on a une autre question. Bonsoir, docteur. Une question. Quelles sont les indications donc, de l'hémodialyse en cas d'hyperkaliémie? Alors, déjà, l'hyperkaliémie est une indication à l'hémodialyse d'urgence. Mais si c'est un patient qui est hémodialysé chronique et qui vient avec une hyperkaliémie, on le branche directement. D'accord? Il passe directement à l'hémodialyse. Il fait une séance d'urgence qui va durer 2 heures. Si c'est un patient qui est insuffisant rénal terminal, qui a une filtration glomérulaire inférieure à 15, mais qui n'a pas encore débuté sa dialyse, il est seulement en préparation. Alors, on ne fait pas directement une séance, d'accord? Parce que pour les patients qui sont en préparation d'hémodialyse, on préfère quand même que l'introduction à l'hémodialyse soit douce, d'accord? Donc, les cas de patient qui est en phase terminale, mais qui n'a pas encore débuté l'hémodialyse, on commence par les traitements doux, d'accord? C'est-à-dire qu'on va faire une solution polarisante, ok? Donc, on fait une solution, on injecte de l'insuline, on leur donne aussi, donc on injecte l'insuline, le caïhexanate, et on refait un ionogramme 1 heure à peu près après la fin donc, de cette solution polarisante. Si le patient est toujours en hyperkaliémie, on peut faire un deuxième. Si le patient est toujours en hyperkaliémie, on est obligé de passer à l'hémodialyse. Donc, c'est le cas numéro 1. N'oubliez pas que l'hyperkaliémie, donc il y a un risque cardiaque. Il y a un risque de fibrillation ventriculaire. Et donc, parmi les examens à faire en premier, donc avant de décider votre conduite, c'est de faire un ECG. Si le patient a une traduction électrique de son hyperkaliémie, donc un combinaison P positive en triangle, donc s'il y a des signes électriques à l'ECG en cas d'hyperkaliémie, directement hémodialyse. S'il n'y a pas de signe électrique, d'accord, on fait la solution polarisante. Voilà. Encore des questions? Oui. Pardon, docteur. Allô? Oui? Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Docteur, pour dire il y a une guérison complète, est-ce qu'il nous faut les 3 critères ou un seul critère suffit? Par exemple, une protéinurie de plus de 8 semaines. On peut dire qu'il y a un syndrome néphritique ou là, c'est une pathologie ou là, on peut dire quoi? Alors, pour les critères donc, de guérison, les critères de guérison, c'est la disparition complète de quoi? C'est la disparition complète donc des signes. Voilà. Alors, la guérison complète, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, une disparition des signes cliniques. Donc, cliniquement, il n'y a plus rien. Alors, il faut aussi une disparition des signes biologiques et une normalisation de la fonction rénale. Alors, si mon patient a toujours une hématurie pendant 1 an, est-ce que je le déclare guéri ou pas? Oui, vous le déclarez guéri, mais sous surveillance. Si mon patient a toujours une fraction C3 basse, même après 8 semaines, est-ce que je le déclare guéri ou pas? Il est guéri du syndrome néphritique, d'accord? Mais la pathologie sous-jacente qui a provoqué ce syndrome néphritique, elle est toujours à découvrir. Donc, il faut faire une PBR pour comprendre pourquoi
ce syndrome néphrétique est toujours là, d'accord? Si j'arrive pas à mettre en évidence par la PBR, voilà, donc il faut connaître toutes les étiologies qui peuvent être responsables d'un syndrome néphrétique avec fraction C3 basse et les éliminer l'une après l'autre, d'accord? Même chose. Donc, Exactement. Si j'ai une protéinurie au-delà de 8 semaines, alors qu'elle ne devrait pas être au-delà de 8 semaines, c'est pas normal. Ok. Donc il faut comprendre ouais, j'ai cette protéinurie. Je fais la PBR, ok, et je cherche aussi toutes les causes de la protéinurie rénale. Ok. d'accord. Donc, il ne sera pas un septum, donc, il est un syndrome néphrétique, donc un Non. septum pour une autre maladie. Déjà, le syndrome néphrétique lui-même, c'est un ensemble de symptômes, ok? C'est un ensemble de symptômes d'une maladie sous-jacente, ok? C'est comme pour le syndrome néphrotique. Donc, le patient sera guéri du syndrome néphrétique, mais pas de la maladie causale. Donc, pas de la maladie qui cause le syndrome lui-même, ok? D'accord, merci. Merci. Encore? D'autres questions ou est-ce qu'on déclare notre séance levée? Il y a des questions, je pense. Allô? Oui? Allô? Oui, oui. Allô? Allô, oui. Oui, en fait, je voulais savoir par rapport maintenant si on a chez un enfant moins de 10 ans avec une contre-indication de faire une fonction de biopsie rénale. Est-ce que simplement avec la biologie, à part le chercheur des acides et les signes cliniques qui plaident en faveur des syndromes néphrétiques, on peut directement penser ou c'est nécessairement qu'on doit faire une fonction de biopsie rénale pour confirmer notre diagnostic? S'il vous plaît. Alors, vous avez beaucoup de bruit de fond. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro pour poser la question ou bien directement l'écrire? Allô? Oui, allô? Vous m'écoutez, je pense. Allô? Oui. Chez un enfant âgé de moins de 10 ans, on a une contre-indication de faire une fonction de biopsie rénale. Mais on a quelques éléments qui plaident à faveur d'un syndrome néphrétique. Doit-on directement confirmer ces diagnostics ou doit-on faire une fonction de biopsie rénale qui doit nécessairement confirmer ou seulement avec les éléments cliniques et biologiques qu'on peut confirmer? D'accord. Alors, chez un enfant moins de 10 ans qui a une contre-indication à la fonction biopsie rénale, les contre-indications de la fonction biopsie rénale, on les a vues dans notre séance précédente. D'accord? Alors, la présence de l'une des contre-indications ne permet pas de faire la fonction. C'est bon. S'il y a une contre-indication, on oublie la fonction biopsie. Donc, justement, pour mettre un nom sur la maladie et pour décider d'une prise en charge optimale pour le patient, on va réunir tous les éléments cliniques qui peuvent nous orienter vers la cause de ce syndrome néphrétique, d'accord, et prendre les décisions thérapeutiques selon ce que l'on voit le mieux pour le patient, ok? Mais si on a une contre-indication, ça tombe à l'eau. D'accord. Oui. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît? On se en appuie. Très bien. Alors, je voulais vous parler d'une question que beaucoup d'entre vous me posent. D'accord? Alors, beaucoup de questions. La question, c'est quoi? C'est quelle est la différence entre une IRA fonctionnelle et une IRA organique? Ou là, comment apprendre par cœur le fameux tableau avec des différences? Pourquoi le sodium urinaire est bas d'un côté, pourquoi il est élevé de l'autre? D'accord? Donc, une IRA fonctionnelle, c'est quoi? C'est une IRA pré-rénale, ou là, une IRA, on peut même l'appeler de type vasculaire. Donc, elle est provoquée par une diminution de la perfusion. On a une diminution de la perfusion rénale par hypovolémie. Donc, IRA fonctionnelle, Keina hypovolémie. Alors, le corps ne cherche pas à comprendre est-ce que c'est une hypovolémie vraie par hémorragie là, ou là c'est fonctionnel, plutôt une hypovolémie relative par œdème, etc. Donc le corps pour lui, il ne comprend pas. Donc
qu'est-ce qui va se passer? Le corps va faire de son mieux, il va faire son possible pour que la volémie augmente de nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une activation du système rénine-aldostérone. La conséquence, c'est une réabsorption d'eau et de sodium. D'accord? Donc, lorsqu'on va avoir l'urine primitive qui va être créée, l'urine solaire, donc il va passer par les tubules. Alors, il faut savoir que l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, le glomérule et les tubules sont intacts. D'accord? Donc, le glomérule et le tubule, donc tout le néphron, il est intact, il n'est pas touché. Et donc, les récepteurs sont sensibles. OK? Et donc, lorsqu'on va avoir une réabsorption de sodium, tout le sodium qui va être émis ou jeté dans les urines primitives, il va être réabsorbé. Automatiquement, la fraction d'élimination du sodium urinaire sera basse, le sodium urinaire sera bas et le sodium sur le potassium sera bas. D'accord? Donc, l'insuffisance rénale fonctionnelle. Fraction d'éjection du sodium bas, sodium urinaire qui est bas et sodium sur potassium urinaire bas. Pourquoi? Parce que tout le sodium est réabsorbé. Lorsqu'on est dans une insuffisance rénale organique, alors maintenant, on a une atteinte du parenchyme rénal. Ça peut être par toxicité directe ou indirecte. D'accord? Le moyen, c'est qu'on a une ischémie glomérulaire et une ischémie aussi tubulaire. Ça veut dire que les récepteurs ne marchent plus. D'accord? Les récepteurs ont perdu leur fonction. Et donc, automatiquement, le sodium qui est libéré dans l'urine primitive n'est pas réabsorbé. Automatiquement, le sodium urinaire, il va être beaucoup plus élevé que l'IRA fonctionnel. OK? La fraction d'éjection du sodium, elle est élevée. Et on a sodium sur potassium, ça sera élevé. OK? Donc, de cette façon, comprenez la physiopathologie des deux. Est-ce que c'est clair? Oui. Allô, docteur? Oui. Oui. Je voulais juste une question. Bon, en cas de syndrome néphritique, on aura une insuffisance rénale fonctionnelle et organique au même moment. Je n'entends pas du tout. Hein. Ouais, je voulais savoir, est-ce qu'en cas de syndrome néphritique, on peut avoir une insuffisance rénale fonctionnelle et organique, les deux? C'est une insuffisance rénale fonctionnelle, non pas organique. En cas de syndrome néphritique. Oui, fonctionnelle. Mais normalement, il y a la thème du parenchyme du glomérule. On peut parler aussi d'insuffisance rénale organique parce qu'il y a une glomérulopathie. C'est ça, une insuffisance rénale fonctionnelle. Est-ce que vous pouvez écrire votre question, s'il vous plaît? Oui, allô? 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 Oui. Oui, je disais, normalement, on a une glomérulopathie en cas de syndrome néphritique. On fait partie de glomérulopathie. On n'aura pas une insuffisance rénale organique. Pas du tout. Pardon? Allô? Écrivez votre question. Écrivez sur commentaire. Oui, parce que j'entends pas du tout. Oui, je disais, on aura une insuffisance rénale organique ou fonctionnelle. Parce que normalement, en cas de syndrome néphritique, nous avons une glomérulopathie. Voilà. Très bien, j'ai compris la question. S'il vous plaît, désactivez votre son, je vais vous expliquer. D'accord. D'accord. Alors, la question de notre collègue, c'est est-ce que quand on a un syndrome néphritique, on est devant une insuffisance rénale aiguë ou bien une insuffisance rénale fonctionnelle? C'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Pourquoi? L'insuffisance rénale fonctionnelle, elle est causée par une hypovolémie relative. D'accord? En fait, le dépôt des fractions C3 et des IgG au niveau du glomérule, elle ne cause pas de toxicité, elle ne cause pas d'ischémie, c'est seulement une inflammation. D'accord? C'est une inflammation du glomérule. Mais le glomérule, plutôt la fonction et l'anatomie du glomérule, elle est toujours là, elle est toujours parfaite, d'accord? Il n'y a pas de changement en fait, il n'y a pas d'ischémie, il n'y a pas de toxicité. Les immunoglobulines et la fraction ça toxique le glomérule, d'accord? Et donc, la fraction C3 et les immunoglobulines ne sont responsables que d'une inflammation
au niveau du glomérule. D'accord? L'insuffisance rénale que l'on remarque au niveau donc, du syndrome néphritique, c'est la même qu'on remarque pour le syndrome néphrotique. En fait, c'est la perte de protéines, d'accord? Donc, de cette pression oncotique qui va sortir. Donc, pour rétablir en fait l'équilibre, plutôt l'eau et le sodium vont passer, donc des vaisseaux vont sortir vers le milieu interstitiel, ou plutôt vers les tissus interstitiels. D'accord? Donc, on est devant une hypovolémie relative, ce qui explique la présence des œdèmes. D'accord? Donc, le syndrome néphritique, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle, mais si organique. D'accord? C'est clair? Très bien. De rien. Donc, s'il y a encore des questions qui n'ont pas été posées, sinon... Normalement, pas c'est de bon. questions? Normalement, c'est bon. Donc, nous remercions Dr Filali de nous avoir honoré par sa présentation aujourd'hui. Merci infiniment, docteur. Merci à vous de répondre présent tout le temps, d'accord? De me permettre de partager une passion, d'accord? Avec plaisir. Alhamdulillah. Donc, voilà, j'ai arrêté de faire des résumés parce que depuis peu, je n'ai plus en fait le temps pour faire justement des résumés, de les scanner après, de les poster. Ça prend beaucoup de temps maintenant. J'ai d'autres responsabilités. Alors, et comme je me suis promis à moi-même d'être avec vous jusqu'au 19 février, j'espère me mettre présente à l'examen pour vous souhaiter bon courage. Donc, voilà, j'ai trouvé cette méthode voilà, avec le Club Eureka, qu'on remercie chaleureusement, donc pour être avec vous, pour vous soutenir à la fois donc, théoriquement et dans vos cours, mais aussi, psychologiquement. D'accord. Alors, il y avait une question qu'on avait posée la fois passée, la séance et le syndrome néphrotique, c'était, docteur, comment faire la révision de la néphro? En fait, tous les modules se révisent de la même façon, surtout à ce stade. Alors, c'est pour ça que le début de la révision, je conseille toujours de faire des résumés et de faire des fiches. Alors, maintenant qu'on est à un mois exactement, on est le 19 janvier, exactement un mois, ce que je vous conseille en ce moment, c'est de donner beaucoup plus, donner la priorité au QCM plus qu'à vos cours. D'accord? Vous faites d'abord ce que je faisais moi, c'est d'abord faire les cours, faire une lecture rapide des cours, à les résumés, à les fiches mémo, etc. D'accord? Et ensuite, donner tout votre temps au QCM. OK? Donc, c'est à la fois pour la néphro, mais aussi pour les autres modules. C'est ce que je conseille. Merci infiniment, docteur. De rien. Sinon, ce que je peux vous dire aussi, Madame Gardocha, il reste à moi. Donc, ce que vous allez faire aussi, essayez de faire 10, 10, 10, c'est-à-dire 10 jours pour la chirurgie, 10 jours pour la biologie, le mois de façon équitable sur toutes les épreuves. D'accord? Et travailler. Ne faites pas de limite. Je travaille 10 heures, 12 heures. Non. Et faites ce que vous pouvez. Ok, donc c'est mon conseil. Voilà. De rien. Voilà, donc j'ai tout dit. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite merci, bonne soirée à vous. Donc, je vous souhaite aussi d'avoir beaucoup de courage pour ce qui reste. Donc, continuez. Si vous êtes fatigué, continuez quand même. Vous aurez tout le temps de vous reposer après. D'accord? Merci infiniment et très bonne fin de soirée.
Merci, au revoir.